Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre comme chaque jeudi. Monde des Arts qui se met à l'heure du documentaire ce soir à quelques encablures de l'ouverture du festival Millennium qui revient ouf après 2 ans d'abstinence pour cause de Covid évidemment. Qu'est-ce que ça fait du bien tout de même de voir des docus et sur grand écran s'il vous plaît, parce que oui, le documentaire c'est avant tout une affaire de cinéaste, une affaire de créateur. C'est d'ailleurs ce qui distingue des reportages et documentaires réalisés par des journalistes. Ici on parle de point de vue, on parle de regard, on parle de sensibilité. Alors tout ça, c'est formidable, mais comment se porte-t-il ce documentaire? Où peut-on le voir sur grand écran dehors des festivals? Est-il aussi suffisamment aidé par les distributeurs, par les exploitants de salles, quand on sait que celles-ci sont de plus en plus désertées? Qu'en est-il aussi des producteurs et du soutien des pouvoirs publics en dehors des bonnes intentions? On va parler de tout ça ce soir avec nos invités. Tout d'abord, Julie Bertuccioli, bonsoir. Julie, vous êtes présidente d'honneur de ce festival. Vous connaissiez ce festival tout d'abord? J'en avais entendu parler, mais je n'étais jamais venue. Donc je suis très heureuse d'avoir l'occasion et d'être obligée en plus de voir plein de films. C'est quand même le bonheur d'être dans un jury. Vous êtes présidente du jury international. Donc vous allez manger des films. À mon avis, ça vous plaît. Et en avant-première, on va en parler. Vous venez présenter dernière nouvelle du Cosmos. Oui, c'est pas une avant-première, c'est un film que j'ai fait il y a quelques années, mais c'est l'ouverture du festival. Ouverture chez nous. Je rappelle que vous avez fait la Cour de Babel. Moi, je me souviens de ce documentaire aussi de Thuy avec Charlotte Gainsbourg ou Depuis Cotard est parti. C'est tous des films qui nous ont marqués. En face de vous, Christy Huysmans. Bonsoir, Christy. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous êtes vraiment dans Millennium. Vous êtes une des programmatrices, c'est ça? Oui, exactement. Je m'occupe avec d'autres évidemment de la sélection des films qui seront dans les différentes compétitions. Et il y en a beaucoup, 70 72. Oui, 72 qui viennent de 38 pays. Ah oui, d'accord. On fait du documentaire dans le monde entier, et tant mieux. Benjamin Hainaut, bonsoir Benjamin. Bonsoir. On s'est déjà rencontré pour le précédent documentaire. Vous êtes cinéaste. Vous venez nous présenter Détruire, rajeunir, Afflager. Le précédent, c'était Le Noir ou la guerre de l'eau. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était Stan et Ulysse, l'esprit inventif, sur 2 résistants de la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Les derniers guerriers, quoi. Un guerrier à temps plein, on va dire. Vous aimez l'histoire, entre autres, la mémoire aussi, on va en parler. Même chose d'ailleurs avec Tristan Bourlard. Bonsoir Tristan. Bonsoir. La mémoire très importante aussi dans le film que vous présentez. C'est d'ailleurs dans le titre, Mémoire de nos mères. C'est un livre de Marianne Susny à la base, qu'on avait reçu ici d'ailleurs. Oui. Et vous faites de l'animation. Donc ça va ensemble, l'animation et le documentaire? En fait, l'animation est venue par le documentaire, c'est-à-dire que le documentaire n'est pas vraiment différent du film de fiction, c'est les mêmes techniques. Bien sûr, voilà, il faut un regard, il faut un point de vue. Et donc la tentation d'aller le plus loin possible à cette frontière un peu floue entre le documentaire et la fiction, c'est extrêmement tentant. Et Mémoire de nos mères, c'est effectivement à partir de nouvelles, donc sorties d'un imaginaire de Marianne. Et j'ai retrouvé les filles de ces personnages imaginaires que j'ai rencontrés, que j'ai interviewés, qui racontent l'histoire de leur mère. C'est ce croisement, et le croisement se fait par l'animation. On va reparler de ce film dans cette émission. On va commencer tout de même avec la bande-annonce de dernière nouvelle du Cosmos qui ouvre le festival. C'est dans 2 salles ce soir. Si vous avez le temps d'aller voir après l'émission, à la fois au Palace, je regarde Palace 19h. Madame Millennium, oui. Palace 19h. Palace 19h. 20h30 Beaux-Arts. 20h30 Beaux-Arts. Et si vous voulez voir Julie Bertuccioli et discuter avec elle de ce film, elle sera à Beaux-Arts ce soir. Et je présente aussi à 19h au Palace. Au Palace. Vous êtes partout. Voilà. On regarde la bande-annonce. Je suis arrivé dans ce jeu de quilles comme un boulet de canon. Tête la première, pas de corps aligné, des neurones survoltés, une euphorie sensorielle sans limite. Je ne sais pas si tu te rends compte de la densité et de l'énigme dans ce que tu as écrit. Merci pour ce texte. Survoltage de tes neurones, t'as les flashs qui débloquent. Je vivais à côté de quelqu'un qui n'existait pas, pour moi, ni pour personne, puisqu'elle ne pouvait rien exprimer. Chauffé à blanc, comme dans une boîte à musique. Ça fait combien d'années qu'elle écrit? Les premiers textes sont apparus fin 2006. Boulons mal réglés, fait mutiki de nous. Est le plus fou. En réalité, je suis télépathe et iconoclaste. Donc, il n'y a pas besoin de te poser des questions, tu le sais, celles qu'on a en tête. On avait, nous, un besoin de l'entendre, de savoir qui était Hélène dans son identité. Mais Hélène sait qui elle est.
2 fois tes textes. Tu les as entendus dits par des acteurs au théâtre. Quel effet ça fait? Et toi, comment tu dirais que tu as appris à lire et à écrire? En jouant avec chacun des espaces secrets de son cornichon de cerveau. Voilà, dernière nouvelle du Cosmos, signée Julie Bertuccelli, portrait d'une poétesse autiste. Comment on trouve son sujet, Julie? Parce que c'est ça à la base, un documentaire. Je ne sais pas si on le trouve, on ne le cherche pas non plus. Il arrive un jour. C'est les hasards des rencontres. Enfin, c'est comme ça, moi, que je m'embarque dans des films. Vous ne dites pas, j'ai envie de faire un film sur une autiste, par exemple, ou sur... Non. Non, c'est chaque fois des rencontres. C'est vraiment les hasards qui... Alors évidemment, c'est des sujets qui me touchent, je sens bien que ça n'arrive pas complètement par hasard, au fond. Vous ne choisissez pas n'importe quel sujet. Non. Bon, après, là, quand j'avais fait la cour de Babel, j'avais l'idée de faire un film sur une classe d'accueil parce que j'avais rencontré une prof et sa classe. Et il se trouve que j'ai d'ailleurs filmé avec eux. J'aurais pu aussi aller faire un casting, avoir plein d'autres. Puis en fait, la rencontre était tellement forte. Et là, Babouillet, de toute façon, on ne peut pas... Quand on la rencontre une fois, on est complètement aimanté. Et avec beaucoup d'amour. Rien que la bande-annonce, déjà, nous c'est un personnage totalement hors norme, bouleversant. Ouais. Vous l'avez vu, j'imagine. Oui, je l'ai vu à sa sortie, c'est-à-dire en 2016. Et je vous avouerai que j'étais émerveillée, impressionnée, touchée énormément, parce que je trouve que cette jeune femme irradie quelque chose qui est presque connecté à la lumière. Et je trouve que le titre est merveilleusement bien choisi, parce que Dernière nouvelle du Cosmos, c'est vraiment ça. On sent que elle a une manière de percevoir le monde, de le comprendre et de nous le rendre aussi, qui est à la fois poétique, spirituel et presque métaphysique, j'ai envie de dire. Bel hommage, hein, Julie. Tout est dit. Benjamin Hainaut, j'ai entendu le mot rencontre qui a été cité plusieurs fois. J'ai l'impression que dans le monde du documentaire, c'est ça d'abord, effectivement, des rencontres, ou des rencontres avec un sujet, soit avec des personnes. Ouais, moi, pareil, comme pour Julie, moi je m'intéressais au jardinage, c'est comme ça que j'ai rencontré les fraternités ouvrières à Moucron, et puis j'ai amené un ami qui voulait faire un film là-dessus, c'est comme ça que je suis devenu cinéaste, déjà, donc, mais c'était au début je plantais juste des arbres, des fruitiers. Vous n'avez pas fait d'études de cinéma en fait, à la base? Non, pas du tout, j'ai appris sur le tas. J'ai toujours fait des ciné-clubs, underground à Bruxelles, mais... Et après, je me suis installé dans la vallée de l'Eau Noire, près de Chimay, Couvain, et les gens m'ont dit qu'ils avaient gagné contre le plus grand barrage de Belgique, le projet le plus grand barrage de Belgique. Je me dis, il faut transmettre cette histoire, là, c'est pas possible. Ils ont créé la première radio libre de Belgique, c'est une sorte de victoire flamboyante, quoi. Du coup, le film a cartonné sur les ZAD en France et tout. Enfin, c'était un beau... Voilà, j'ai touché mon public cible, j'étais ravi, quoi. Les deux résistants, ces deux Bruxellois qui ont fait la guérilla urbaine à Bruxelles. Et puis ils sont installés, comme c'était intenable avec les contrôles nazis, ils sont installés dans la Tirage, qui est la région où j'habite. J'avais lu leurs livres et tout, donc du coup tout ça était naturel. Pour le dernier, sur les grèves de 60-61, j'ai un peu voulu combler un chaînon manquant. Je me suis rendu compte que finalement ce que je faisais, c'était une histoire populaire de la Belgique. Oui, une contribution à une histoire populaire de la Belgique. Une espèce d'œuvre qui s'installe là. Donc l'histoire populaire, c'est une formule de Howard Zinn, qui a écrit une histoire populaire des États-Unis, qui est reprise partout. Il y a une histoire populaire de la France, une histoire populaire du Congo. Voilà, donc c'est une histoire des vaincus en quelque sorte. Mais donc c'est pas l'histoire officielle, une histoire des vaincus. Mais moi j'aime bien quand ils triomphent quand même les vaincus. Donc je montre que des victoires, quoi. et les moyens pour gagner. Tristan Bourlard, c'est des rencontres aussi. C'est une rencontre, par exemple, vous, que vous avez eue avec Marianne Susny, son livre, etc. La base, c'est ça, le point de départ. Vous avez fait d'autres docus, évidemment. C'est ça la différence avec la fiction aussi. On va parler après de la forme. Dans le cadre de Mémoire de nos mères, c'est d'abord la rencontre entre une productrice, Martine Barbet, qui est très importante en Belgique parce que depuis de longues années, elle fait du documentaire, ce qui est une... je dirais une économie difficile, il faut le dire. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est pas bankable, comme on dit ? Non, parce qu'il faut convaincre, il faut porter son projet pendant parfois des années. Et le rôle des producteurs est vraiment fondamental. Et voilà, Martine
fait partie de ces femmes en Belgique qui jouent un rôle central. On l'a déjà reçu pour parler de documentaire, oui. Martine Barbet. Et donc Martine a rencontré Marianne et il y a eu cette idée entre Martine et Marianne de raconter l'histoire de ces femmes au sortir de la Première Guerre mondiale. Et ce n'est que par ricochet que c'est arrivé à moi. Donc moi, je me suis humblement mis au service de ce projet. Je me suis réapproprié, bien sûr. Mais je dirais que c'est une rencontre, effectivement, avec une productrice dans ce cas-là. Donc c'est quand même des rencontres. Alors, c'est se frotter au réel aussi, vous en avez parlé pour Le Noir. C'est ça aussi la différence avec la fiction, parce que vous avez fait des films de fiction évidemment, mais ici on est cette personne qu'on a vue, elle existe. Dans les autres docus, c'est des gens qui existent aussi. C'est tout différent, les enfants à l'école. Oui, bien sûr. Après, la fiction ne fait que vouloir être un documentaire parfait, et ça inspire quand même aussi beaucoup de la réalité. Et aussi les histoires peuvent aussi surgir d'histoires vraies. Mais c'est sûr que c'est une des grandes différences, c'est qu'on passe aussi. Enfin, pour moi, une des plus grandes différences, c'est le temps qu'on y met, le temps qu'on passe à faire un documentaire. Le temps de tournage ou le temps de préparation? Le temps de tournage, oui, préparation, ça peut faire partie du tournage. Enfin, moi, je tourne quand même assez vite parce que la préparation, c'est Mais il y a plus de contraintes ou le film que vous avez fait sur la cour de Babel, par exemple, dans une école pour des primo-arrivants, si je me souviens bien, il y avait la contrainte, il y avait le huis clos, il y avait l'école, il y avait le visage. Oui, mais disons que j'ai passé une année. Bon, en fiction, on passe rarement une année de tournage. Alors évidemment, il y a toute l'écriture avant, il y a tout ce temps de préparation, certes, mais de rapport humain, effectivement, pour appréhender mieux le réel et surtout le rendre dans son écume, dans le meilleur de ses écumes. Je pense que c'est le temps qui fait la différence, surtout avec d'ailleurs le journalisme, qui a totalement un autre point de vue, une autre recherche d'information, de vérité. Moi, je pense qu'on pose plus de questions qu'on y répond en documentaire. Prendre le temps, Benjamin, c'est important. Oui, bien sûr. Alors, en fait, il faudrait un jour inviter plutôt les monteurs de documentaires, parce que une des différences avec la fiction, c'est qu'on écrit tout et on exige que les comédiens, les acteurs fassent pile poil ce qu'on veut. Enfin, il y en a qui improvisent un peu. Mais en documentaire, c'est pas rare d'avoir 40 heures de rush. Même, je crois que le premier que j'avais fait, il y en avait 70. Et donc, pour transformer 70 heures de mauvaise matière en or ou en cuivre, ce qui a de la valeur quand même, ça, c'est le travail des monteurs, quoi. Et en plus, ils ont le recul que nous, on n'a pas, parce qu'on était présents pendant le tournage, on les aime bien, on a bu du café avec eux, donc on veut garder, parfois pour des mauvaises raisons, et eux, ils vont mettre ça en musique. Voilà, je sais pas. Après, il y a des réalisateurs qui savent tout faire, qui montent et tout. Je vois vos collègues qui confirment, Tristan, c'est vrai, il y a une ambiance qui s'installe. En fait, c'est incroyable. Oui, j'adhère à 100%. C'est le temps et c'est cette espèce de valeur ajoutée au documentaire, c'est-à-dire plus le temps est long, plus le temps passé est long, plus le documentaire on va le sentir. Le spectateur, on ne peut pas tromper un spectateur. Et donc le spectateur va sentir qu'il y a le temps qui passe. Et ce temps qui passe dans le film et dans la réalité, j'imagine qu'un an de tournage, on voit le temps passer. Et donc le spectateur est sensible à ça, parce que c'est un rapport à l'existence. On l'a vu dans la bande-annonce qui est magistrale, qui est très émotionnelle. On ne peut avoir cette émotion qu'à condition d'avoir consacré le temps nécessaire. Parce qu'on n'a pas forcé sur tous les gens. C'est ça, que ce temps-là, c'est aussi de laisser le moment, le bon moment pour que la personne dise quelque chose. C'est pas un interview où on force le truc, voilà, tel jour, il y a un rendez-vous. Ça, c'est plus les journalistes. C'est quand même, voilà, là, c'est vraiment attendre le bon moment. Aussi, tout à fait. Mais je crois qu'il y a une relation de confiance qui doit aussi se créer entre évidemment le cinéaste et le sujet, si je puis dire, parce que sans ça, pourquoi? Parce qu'on est dans le réel. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on est dans le réel, Christy, c'est ça. Parce que c'est plus compliqué avec des gens qui sont dans le réel. C'est des comédiens, voilà, c'est leur métier. On leur dit, tu te mets là, tu dis le texte comme ça. Ils sont payés pour. Mais je crois aussi, on s'est beaucoup interrogé aussi sur l'œil de la caméra qui transforme le personnage du documentaire en acteur de sa propre vie. Ça, c'est aussi un élément qui est prise en compte. Et beaucoup de documentaristes, évidemment, veillent à ce que l'œil de cette caméra devient pratiquement invisible. Mais pour que cette caméra soit invisible, il faut pouvoir créer un climat de confiance, ce qui nécessite, comme Julie le disait, comme tout le monde le disait autour de la table, du temps. Et ça, je crois que dans une époque, nous vivons à une époque où on est parfois complètement pressurisé, soumis à une dictature temporelle terrible. Et je crois que le public a besoin aussi de ce temps. On parlait tout à l'heure de l'actualité, du flot de l'actualité incessante à laquelle on est... C'est sûr. Et le festival Millennium qui parle de pouvoir et démocratie, c'est la thématique. Dieu sait si elle est d'actualité. Voilà, tout à fait. Parle de sujets qui sont abordés par les journalistes à la télévision tous les jours.
Mais avec effectivement ce temps, cette écoute aux autres. Avec le documentaire humain aussi, parce que c'est sûr que là, on vise les films à travers des personnages, dans leur vie intime, dans quelque chose qui fait qu'on touche à un universel de comment les choses sont ressenties aussi. Complètement. Je voudrais qu'on parle de l'écriture de la forme, parce qu'elle est souvent différente aussi, évidemment, mais chez vous trois, de la fiction. On va regarder la bande-annonce de Mémoire de nos mères, et puis on en parle juste après. Les femmes sont les oubliées de la grande histoire. Nous, on ne comptait pas, hein. On ne comptait pas grand-chose. Mes frères s'étaient engagés. Je pensais que je pouvais être utile et aider mon pays. Nous passions devant les Allemands sans les regarder. On n'a pas su le sauver, il est mort. Il n'a même pas reconnu maman, hein. C'est fini. Nous sommes des milliers sur les routes. Combien d'années faudra-t-il pour nettoyer ce sol gorgé d'obus? Elle m'a toujours dit, on allait avec la machine, en train, et passer des examens à Bruxelles. Une nouvelle génération de femmes entre dans le XXe siècle, avec la ferme intention de devenir indépendante. S'habiller, selon moi, est notre liberté de femme. Il faut dire quand même que la reine Elisabeth donnait le ton. Les femmes ont surmonté leurs blessures pour affirmer leurs droits civiques et politiques. En 1921, pour la première fois, elles participent au scrutin communal. Si le temps efface tout, et si les hommes nous ont oubliés, et si les hommes nous ont oubliés, nous sommes encore vivantes. Dans le souvenir de nos filles. Nous sommes encore vivantes dans le souvenir de nos filles. Voilà, Mémoire de nos mères, avant-première ce soir. Au Vendôme, il se passe plein de choses ce soir. Il va falloir faire des choix. Et puis on pourra le voir en télévision. Ce sera repris à la RTB, je pense. Alors là, on est dans un documentaire plus classique, entre guillemets, dans l'écriture. Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'animation qui vient se glisser à travers ces images, cette mémoire, ces traces mémorielles, en fait. Pourquoi avoir choisi cette façon de s'exprimer ? Parce que je suis fan de la manière dont on structure un récit. C'est-à-dire que je trouve que je passe énormément de temps sur un film à essayer d'abord d'avoir une proposition qui soit intéressante au niveau de la forme, mais aussi au niveau de la grammaire d'un film. Et donc, quand on a des histoires complexes avec plusieurs personnages... Plusieurs écritures, c'est ça aussi. Voilà, donc on est vraiment dans des structures narratives complexes. Et donc, ici, l'idée, c'était d'être créatif. Bon, chacun essaie de l'être à sa manière. Mais aussi d'avoir cette liberté. C'est-à-dire qu'une fois que la mécanique est mise en place, on oublie complètement. On oublie absolument qu'on est avec des techniques mixtes, qu'on mélange des archives, des documents, des interviews, des animations. Tout ça, on l'oublie après 5-10 minutes et on rentre comme ça dans... Mais l'animation, elle amène quoi ? Une sorte d'universalité vous voyez ce que je veux dire ? L'animation, en fait, le documentaire animé est un genre. Donc c'est un genre qui existe. On a fait un autre film, on a fait les effets spéciaux et l'animation d'un autre film qui est présent à Millennium. Donc... vous pouvez aussi aller voir Millennium. Game of Truth. Game of Truth, qui est en compétition internationale, qui fait d'ailleurs partie de notre thème fil rouge, démocratie et pouvoir. Donc Game of Truth, qui est produit par Sergio Guisardi, Domino Productions, et qui raconte, là le challenge c'est la guerre des troubles à Dublin, donc ce sont des familles qui témoignent, qui sont victimes d'attentats sous faux drapeaux, donc des attentats anglais faisant croire que c'est l'IRA. Et donc on a des enfants qui témoignent de choses terribles. Et donc l'animation a été très importante, pas seulement pour recréer forcément ces attentats, mais aussi pour éviter, par rapport à la mémoire, à la sensibilité de ces personnes qui témoignent, éviter la violence parfois de certaines images. Donc il y a une espèce d'idée aussi du respect de la mémoire. Donc l'animation permet d'avoir une distance beaucoup plus forte que l'image réelle.
Il y a une forme de pudeur aussi dans le film qui est... magnifique. Ouais. Alors cette trace mémorielle, c'est parce qu'il y a plein de documents, en fait, on se rend compte, quand on commence à ouvrir les caisses, chez vous aussi, alors le tout c'est de mettre ça en forme, effectivement, et au goût du jour aussi. Il faut que les gens, aujourd'hui par exemple, ressentent ce que c'était que les grèves de 60, et là aussi vous avez trouvé des billets pour en parler. On va en parler, on va regarder un extrait, et puis on parle de ce film que vous présentez. En 60-61, moi j'étais étudiant à l'ULB. J'ai été directrice de crèche à Seraing. Je travaillais à l'usine Coquerie, le service électrique. J'étais permanente syndicale au sein de la FGT. J'étais aux Jeunesses communistes. J'étais enseignante à l'école normale d'Arlon. Dans un seul document, on a voulu combiner et les économies et les sacrifices qu'on veut demander à la population sur le plan fiscal, et tout cela est mis dans une loi unique, et de là le nom, loi unique. La grève de 60 a commencé le 20 décembre. Le jour où ça a pété, ça a été spontané. Alors vraiment, ça a commencé partout. 1960 nous a pas épargné l'épreuve. Pour combattre une loi en discussion au Parlement, on n'hésite pas à recourir à des méthodes et à des moyens inadmissibles. Ils ont pris conscience, quelque temps après le début de la lutte, qu'ils voulaient aller plus loin. Et à partir de là, il y a eu des bagarres. On souhaite un système qui soit au service de la population et pas pour quelques capitalistes au-dessus de tout le monde. On essayait de faire passer une loi par la force, personne n'était d'accord, on nous écoutait pas, il fallait qu'on casse des choses. C'était la lutte. Si aujourd'hui la gendarmerie et l'armée circulent dans certaines régions de ce pays, c'est pour maintenir l'ordre et pour garantir précisément la liberté du travail. Quant à la dictature, je me demande bien de quel côté elle se trouve. Quant à la dictature, je me demande bien de quel côté elle se trouve. Quant à la dictature, je me demande bien de quel côté elle se trouve. Les gens avaient le sentiment de s'être bien battus et que c'était pas encore fini. Voilà, détruire, rajeunir, avoir à flager ce samedi dans le cadre du festival Millennium. Alors ici aussi très classique finalement, archives, interviews cadrées avec le noir derrière. Bon, ça c'est ce qu'on voit souvent dans tous les documents, mais vous glissez des espèces de fausses titrailles. Il y a une musique, là, sur le Ronas notamment, ils sont là. Il y a une musique que vous... Enfin voilà, c'est presque drôle parfois. Je vous ai vu sourire, Julie, il y a des moments un peu... Il y a des actrices surtout, des acteurs. Bien sûr. Je les ai rajeunis de 60 ans, de 50 ans. C'est ça, c'est comme si on les retrouvait jeunes. Ça vous est venu comment cette idée? Alors, en fait, moi, l'idée principale dans mes films, c'est de transmettre la vitalité du passé au présent. D'accord. Pour que les gens qui luttent au présent la reçoivent. C'est un défi. Et pour le reste, je pratique le pillage industriel essentiellement. Donc je regarde les films de mes collègues et je teste l'idée. Voilà. Et parfois il y a une idée qui parfois ça jaillit. Je vais prendre le truc. Pour celui-là, il y avait le film d'Inès Rabadan qui s'appelle Le karaoké domestique. Où elle interprète Inès Rabadan, elle est la réalisatrice. Il y a le vrai son, le son est documentaire, mais elle fait du lipping avec tous les personnages. Et on imagine encore mieux les personnages que si on voyait les vrais. C'est ce que je me dis, je vais essayer. Et au début, j'avais essayé avec des gamins de 10 ans. Parce que comme il y a un film de Woody Allen là où il se retrouve dans la classe où il était avec ses camarades de vision, lui il est adulte, il leur demande qu'est-ce que tu es devenu quand tu es grand. Il raconte des trucs, des histoires d'adultes effroyables dans des petites bouches de 10 ans. Et donc, au début, j'avais fait des essais comme ça avec des gamins de 10 ans. C'était hilarant, parce que c'est des discours... À l'époque, tout le monde était affilié, très politisé, donc c'était des discours extrêmement élaborés. Oui, nous voulons une mise sous secteur du public. Et voilà, mais dans la durée, c'était un peu artificiel. Donc, on a rehaussé l'âge. Et finalement, j'ai essayé avec des étudiants des écoles de théâtre, et c'était magnifique. En tout cas, on sent une grande liberté. Julie, c'est ça aussi qu'il y a dans les docus. Vous allez en voir plein pendant une semaine. Il y a une espèce de énorme liberté, autant que dans la fiction. Oui, autant que la fiction, parce que l'intérêt des films d'auteurs notamment, c'est qu'ils ressemblent aux réalisateurs et réalisatrices. C'est-à-dire que si ça devient des films très
très personnels qui sont portés par quelqu'un. Oui, il y a autant de films que de personnes et de caractères, que d'idées. On le sent bien avec Benjamin et avec vous aussi. Mais c'est ce qui montre aussi, c'est que parfois on a un a priori sur le documentaire en se disant ça va être sévère, grave, voilà. Et en fait, les deux bandes annonces que vous venez de montrer, les trois, ouais. Oui, les trois, pardon, excusez-moi, je ne sais pas qui j'ai oublié. Démontre tout le contraire, parce que c'est ça, et au niveau de la sélection, c'est un critère que l'on prend évidemment en considération, c'est la créativité formelle. Et tout à l'heure, on parlait de fiction et de documentaire, mais on voit qu'évidemment, il y a une forme de contamination de l'un et de l'autre. Ça déborde à gauche et à droite. Mais oui, quand on voit par exemple un film comme La loi du marché, Stéphane Brisé, je vais donner cet exemple-là, on est quand même un petit peu dans une forme de... Oui, on sait qu'on est dans la fiction, mais il y a on sent qu'il y a un emprunt au documentaire, et il y en a d'autres, évidemment. Allez, tout ça dans Millennium, je vous coupe parce qu'on arrive déjà à la fin de cette émission. En tout cas, ça se prolonge ce soir dans les différentes salles. Tout est dans le programme sur le site de Millennium aussi. Donc c'est festivalmillennium.org. Voilà, festivalmillennium.org. Vous avez tous les horaires et la programmation. Je précise aussi le film que vous présentez, Mémoire de nos mères, qui est en avant-première ce soir. Merci. Au Vendôme, et puis on pourra le retrouver en télévision. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Bon festival, Julie, à vous tous. On se retrouve jeudi prochain. Bonsoir.